Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la série au sujet de la spécialité AGGSP en classe de première. Alors, le 8e cours s'intitule « L'Union européenne face aux citoyens et aux États ». La construction européenne repose sur l'idée d'une association de pays souverains partageant des valeurs communes, la démocratie, la volonté de vivre en paix, l'économie de marché. Cette union a été confrontée, et ce depuis 1992, depuis le traité de Maastricht, à de nombreuses remises en question. Union européenne et souveraineté des États, intégration européenne et souveraineté nationale. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'UE, c'est une institution supranationale qui a pour objectif de renforcer l'intégration européenne tout en respectant la souveraineté nationale de ses membres. En 1992 va être conceptualisée une monnaie unique entérinée par le traité de Maastricht qui est rejetée par certains États. Certains États désapprouvent cette idée. Ils refusent de perdre leur pouvoir monétaire, élément qu'ils considèrent comme étant essentiel à la souveraineté nationale. Des clauses d'exemption ou de retrait sont alors négociées. Alors une clause d'exemption, pour expliciter cette notion, permet à un État membre de l'UE de ne pas appliquer le droit communautaire en vigueur. Donc, par exemple, en 1992, le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède ont ainsi refusé d'adhérer à la zone euro. Lorsque certains États sont confrontés aux crises, ils vont parfois avoir tendance à privilégier leurs intérêts nationaux au détriment de la solidarité européenne. Donc, par exemple, il y a eu des litiges, il y a eu des différends quant à l'intervention américaine en Irak. Les États étaient divisés. En 1992, il y a eu des débats autour du traité de Maastricht qui en fait a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la construction européenne parce qu'en fait c'est la première fois qu'un traité va acter l'existence de l'Union européenne. L'Union européenne, elle a commencé par la CECA, Communauté du charbon et de l'acier, puis elle s'est, avec le traité de Rome en 1957, transformée en CEE, Communauté économique européenne, puis elle va finir par devenir l'Union européenne en 1992. Le projet d'une constitution européenne est rejeté en 2005 par les électeurs français et néerlandais, et donc ça va traduire un certain euroscepticisme, donc à savoir des formes de défiance des citoyens vis-à-vis de la construction européenne. Les citoyens peuvent par exemple reprocher à l'UE son manque de démocratie. Certaines décisions, en outre, pourraient aller à l'encontre des peuples, des intérêts des peuples. Et ce qu'on peut noter, c'est que cette défiance envers l'Union européenne, qu'on peut aussi qualifier d'euroscepticisme, elle est plus importante dans le sud de l'Europe. Donc pour récapituler ce qui vient d'être dit, l'essentiel, il existe des remises en cause de l'UE, tout d'abord par ses États membres, donc pour la défense de la souveraineté nationale, pour le poids des intérêts nationaux, à cause d'un repli nationaliste, et aussi par ses citoyens, qui vont rejeter une constitution en 2005, le Brexit en 2016, qui va marquer le schisme, la scission entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui va décider de sortir de l'Union européenne, de s'émanciper de l'Union européenne, et une légitimité démocratique critiquée. Cours numéro 10, chapitre d'une importance capitale, les caractéristiques de la puissance. Alors la puissance, c'est la capacité pour un État à s'imposer et à influencer. De cette manière, dans cette perspective, on distingue donc soit le hard power, soit le soft power. L'évolution des fondements de la puissance. Alors depuis l'Antiquité, donc depuis des milliers d'années, en fait, la puissance est traditionnellement l'apanage de pays disposant d'un vaste territoire et d'une population nombreuse. Donc un vaste territoire et une population organisée, une population composée de très nombreux habitants. Ces deux atouts permettent de disposer d'une armée puissante, grâce à laquelle il est possible de conquérir d'immenses espaces. La révolution industrielle va bouleverser cette définition, en fait, puisqu'elle va redéfinir les fondements de la puissance, et la maîtrise des techniques, machines à vapeur, puis électricité, chimie, et de l'économie devient essentielle pour dominer. Alors le hard power, ou la puissance dure, la capacité à contraindre. Le hard power s'appuie sur la force militaire. Traditionnellement, celle-ci repose sur le nombre de soldats et la capacité à utiliser des armes les plus destructrices possibles. La puissance militaire appartient en particulier à celui qui détient un arsenal nucléaire. Le hard power, donc, c'est la capacité d'un État à imposer sa volonté à un autre État par la contrainte.
La puissance économique dépend de la capacité de certains pays à produire plus de richesses que les autres, et donc à imposer leurs intérêts financiers. Certains États disposent également d'un moyen de pression grâce à leur monnaie. Le soft power ou puissance douce, des dimensions linguistiques et culturelles. Le soft power d'un État est la capacité d'influence et de persuasion d'un État. Alors elle peut être véhiculée par une culture diffusée au cinéma et à la télévision. L'American Way of Life en est l'exemple le plus célèbre. Certains pays donc tentent de transmettre une image positive en organisant des événements par exemple sportifs, internationaux. Et le soft power d'un État s'exprime aussi au travers de la langue dont il s'agit de promouvoir l'usage. Pour récapituler donc ce cours, les fondements de la puissance. Les fondements même de ce qu'on appelle la puissance, c'est un vaste territoire, une population nombreuse et la maîtrise technique qui est apparue justement après la révolution industrielle. Aujourd'hui, l'absence de maîtrise technique pourrait entraver la puissance d'un État. Le hard power, donc c'est la capacité à contraindre, c'est la force militaire, une capacité de projection, donc le fait de pouvoir se projeter à l'étranger, à l'autre bout du monde, le contrôle des échanges. Et enfin, le soft power, c'est la diffusion de la langue et de la culture, se manifeste, se caractérise par la diffusion, comme dit précédemment, une image positive par le sport et une influence diplomatique. Par la suite, donc là je vais traiter le 12e cours, l'Empire ottoman de l'essor au déclin. L'Empire ottoman a été fondé en 1299 et il se distingue tant par sa longévité que par l'étendue de son territoire et son organisation politique. Mais la naissance de l'idéologie nationale, au début du 19e siècle, remet en cause cet ensemble multi-étatique qui disparaît en 1923. Jalon 1, les fondements de la puissance ottomane. Autour de 1300, des tribus turques nomades, les Ottomans, installés au sud-est de la mer de Marmara, s'imposent militairement face aux Byzantins, un autre clan turc, celui des Seldjoukides, en Orient. Leurs descendants poursuivent les conquêtes, et l'idéologie musulmane de conquête djihad inspire les Ottomans. 2. Les caractéristiques de la puissance ottomane. Mehmed II installe un conseil impérial, le divan, dirigé par un vizir qu'il peut révoquer. Le chef de l'Empire ottoman concentre tous les pouvoirs. Il est calife, commandant des musulmans, en tant que successeur du prophète de l'islam Mahomet. Il est aussi sultan, donc chef politique et militaire. Au XVIe siècle, pour unifier un empire de plus de 5 millions de km², donc très étendu, Soliman Ier rassemble des textes de loi et fait en sorte de les appliquer sur tout le territoire. Soliman Ier, dit le magnifique sultan des sultans du monde, représente l'âge d'or des Ottomans. Donc l'empire est peuplé de 22 millions d'habitants d'origines diverses. L'empire va rapidement être concurrencé par les puissances européennes. Il va aussi se voir amputé de nombreuses provinces. La réorganisation aura pour but de moderniser l'empire. S'inspirant des nationalismes européens, le mouvement jeune turc, né en 1908, souhaite réformer l'Empire ottoman et s'appuie uniquement sur la population de langue turque. Cela va malheureusement par ailleurs aboutir à un génocide des Arméniens en 1915-1916, qui causera 1,5 million de victimes. Donc pour récapituler les points essentiels de ce cours, les points vraiment cruciaux, fondamentaux que vous devez mémoriser pour préparer un contrôle. Donc l'Empire ottoman de l'essor au déclin. Donc c'est un empire fondé en 1299 et porté par le djihad. Très rapidement va se produire une centralisation du pouvoir et l'autonomie locale qui va se développer. Il va connaître un âge d'or au XVIe siècle avec Soliman le Magnifique et la concurrence du nationalisme au XIXe siècle. La naissance d'une république nationaliste et laïque en 1923. J'espère en tout cas que cette 4e vidéo au sujet du programme de AGG, cette première, vous aura plu. J'ai essayé d'être exhaustif et de vous résumer, en tout cas de synthétiser l'essentiel du cours, de façon à ce que vous puissiez vous préparer à un contrôle ou mieux comprendre, mieux saisir l'essence même du cours. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.